Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Maîtriser le SEO B2B en 2022. Alors, c'est un webinaire vraiment exceptionnel parce qu'on a deux experts du SEO avec nous, hein, Christophe Vidal, pardon, et Alexandre Marotel. Alors, on va... Bonjour Nicolas, bonjour à bonjour. tous. Bonjour. Alors, on va démarrer le webinaire par une présentation. Donc, je vais commencer peut-être par me présenter, puis après, je laisserai la main à Christophe et Alexandre qui vont se présenter. Donc, moi, je suis Nicolas Roussel, je suis le responsable de l'agence INU, qui est une agence marketing B2B pour les entreprises technologiques. Donc, on aide les entreprises IT à générer des leads grâce à du contenu, du SEO et toute la partie marketing automation. Christophe. Eh bien, donc Christophe Vidal, moi je suis donc CEO de la branche PrestaShop de 410 Gone. Je suis associé avec Patrick Valibus. Donc on est une agence web aussi spécialisée donc dans la partie création de sites e-commerce, donc essentiellement sur des technologies Magento et PrestaShop, et avec un très fort ADN sur la partie SEO. Et donc sur cette partie SEO, donc Search Engine Optimization, je suis aussi secrétaire de l'association SEO Camp, donc qui est l'association qui regroupe les SEO français. Je ne sais même pas, Alexandre, si tu es adhérent à l'asso, mais Si, donc j'en fais voilà. partie. J'étais actif même l'an passé. Ouais. Génial. Donc voilà, on a deux représentants de l'association aujourd'hui, donc c'est important parce que l'association est assez dynamique et organise de nombreux événements. Donc voilà, c'est un côté communautaire, je pense, qui nous tient tous les deux à cœur. Et en parallèle de ça, eh bien, je suis aussi, tel que tu l'as mentionné dans tes slides, ambassadeur pour l'outil SEMrush en France. Donc je vais notamment réaliser différents webinaires avec eux et surtout présenter, on va dire à peu près 4 fois par mois, une vidéo sur la chaîne YouTube SEMrush. Okay. Alors du coup, moi, c'est Alexandre Marotel. Je suis donc le fondateur de l'agence Tweno, donc agence de référencement naturel. Je fais que du SEO du coup à 100%. Je suis basé à Paris. Je crée également pas mal de contenu. Donc j'ai notamment une chaîne YouTube où il y a énormément de vidéos. J'ai plus de 300 articles de blog également sur la chaîne de Tweno. Et à chaque fois que j'ai la possibilité de participer justement à des webinars pour vulgariser le SEO, eh bien, j'essaie de le faire de la meilleure des manières. Super, merci beaucoup pour cette présentation. On enchaîne donc. Juste avant de commencer, on va essayer de faire tenir ce webinaire en 45 minutes, mais on a beaucoup de contenu grâce à nos deux experts. Donc, on va essayer de donner de la qualité, mais d'essayer d'aller un petit peu vite. Vous aurez la possibilité ensuite de poser des questions, soit via le chat, soit un outil qu'on va mettre à votre disposition. Et puis, à la fin, Yacine, qui travaille avec moi, s'occupera de la partie questions. Important, soyez attentifs parce qu'en fait, il n'y a aucun support de présentation qui sera envoyé par la suite. Il y aura un replay du webinaire pour les gens qui ont participé. Et puis, restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on aura une discussion, j'espère, pas enflammée, mais en tout cas des échanges de points de vue sur la partie link building. Alors ça, c'est un outil qui s'appelle SlideGo. Donc, je vous propose de scanner ce QR code pour pouvoir poser vos questions. Vous arrivez sur une application, vous pouvez poser vos questions et vous pouvez aussi voter pour les questions des autres, de manière à ce qu'à la fin, on ait une hiérarchisation des questions et qu'on traite les questions les plus intéressantes. Vous aurez ce petit QR code sur toutes les slides. Donc, pour ceux qui arrivent après, je vous invite aussi à le scanner. Alors, l'ordre du jour, on a 3 thématiques. Le SEO en 2022, ce qu'il faut savoir absolument. La deuxième thématique, ça va être autour du content marketing et du SEO. Quel est le rapport entre les deux? Et puis enfin, sur la troisième partie, on va parler du link building. Alors, le SEO en 2022, on va parler des piliers du SEO, quels sont les critères de référencement, on va parler de EAT, on va parler de RankBrain, on va parler de tout ce qui est vocal, et puis des mises à jour. Je laisse la main donc Alexandre. Et puis Alexandre, tu me dis quand tu veux que je passe les slides. Ça marche. Alors du coup, l'un des risques quand on commence à s'intéresser un peu au SEO, c'est de se faire assommer par la quantité d'informations qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Si on doit résumer, le SEO, en fait, c'est vraiment un triptyque. Il y a à la fois des éléments qui vont être liés à la technique,
Ensuite, il va y avoir des éléments liés au contenu et enfin à la popularité. Sur les éléments techniques, l'idée elle est assez simple, c'est de faire en sorte qu'on ait un site web qui soit compréhensible pour le moteur de recherche, donc autrement dit que le crawl et l'indexation soient faites correctement. Sur la partie contenu, depuis le départ, Google indique que le content is king, donc le contenu est roi. Si vous avez un site et que vous n'avez pas de contenu, c'est un peu une coquille vide. Donc du coup, l'objectif du moteur de recherche, ça va être de faire en sorte de présenter le meilleur contenu. Donc sur votre site web, ayez un contenu qui soit le plus qualitatif possible. Il y aura donc deux choses, c'est ce que je vais avoir l'occasion de présenter par la suite, à la fois des éléments sur la création de contenu, mais également des éléments sur l'optimisation de l'ancien contenu. Et la dernière brique, ça va être notamment la popularité. Donc, finalement, le SEO, c'est un peu comme les élections présidentielles. Plus vous allez avoir des votes, plus vous avez des chances de devenir président. C'est la même chose avec votre site web. Plus vous allez avoir d'autres sites qui vont vous faire des liens, plus votre site web va être considéré comme populaire et donc plus vous avez des chances d'être bien positionné dans Google. Donc, du coup, s'il manque une brique, donc soit la technique, soit le contenu, soit la popularité, forcément, à un moment donné, vos performances SEO ne seront pas bonnes. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ces trois éléments qui convergent, en fait. Sachant que d'un SEO ou d'un professionnel à l'autre, en fait, on va avoir des tendances différentes. En fait, il y a des gens qui vont préférer vraiment se concentrer sur le netlinking, d'autres personnes qui vont avoir tendance plutôt à se concentrer sur le contenu à proprement parler. Et du coup, voilà. Donc, par conséquent, ce qui va se passer, c'est que parfois, vous allez pouvoir avoir des débats d'experts. C'est possible d'ailleurs qu'on ait ce débat-là avec Christophe à la fin. Et donc, on va avoir des tendances et des tensions différentes parce qu'en fait, même si on a les informations qui viennent de la même manière, il y a forcément une manière de faire du SEO qui peut être un peu unique pour chaque expert. Donc là, ce slide, simplement pour vous montrer également qu'en fait, d'un point de vue SEO, il y a des choses qui vont se passer à la fois sur votre propre site, donc notamment ce qui va être lié au contenu et à la technique. Et il y a aussi des choses qui vont se passer en dehors de votre site, donc notamment la popularité. Donc faire en sorte que d'autres sites parlent de vous, obtenir des liens qui proviennent d'autres sites. Christophe. Oui, merci. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le premier débat que tu as lancé, Alexandre. Tant qu'à faire, on est là pour échanger. Et je vais compléter un peu ce que tu as dit en disant que chaque SEO a sa recette magique. En fait, c'est vrai, totalement vrai. Chaque SEO a sa recette magique pour en fait jouer sur ces trois leviers, puisqu'on c'est vraiment ça. On a trois leviers potentiels qu'on peut venir actionner. Mais en complément du choix du consultant SEO à qui on veut faire appel, alors, il faut aussi bien garder en tête que, contrairement à ce qu'on peut penser, Google, c'est pas un algorithme, mais c'est plein d'algorithmes. Et en fonction de la thématique, ces leviers vont pas forcément s'activer de la même manière. Il y a des leviers, des thématiques, pardon, ou même des expressions de recherche où le contenu aura peut-être plus d'importance que la popularité, etc., etc. Donc, en fait, c'est en ce sens-là que c'est pas qu'une querelle de clocher, c'est aussi vraiment de s'adapter aux réalités de des algos de Google et qu'en fonction des thématiques, et on verra même un petit peu après directement en fonction des recherches, eh bien ces leviers, le réglage, le tuning entre guillemets qu'on va venir faire sur ces différents leviers peut être différent. Dans les petits éléments moi, que je voulais juste rajouter en introduction sur ce fameux triptyque du SEO, que normalement, dès qu'on va lire le premier bouquin de SEO, et dès qu'on va ouvrir le livre qu'on a dû tous déjà lire d'Olivier Andrieux sur apprendre le SEO, on va tomber sur ce triptyque. Il y a souvent aujourd'hui une brique supplémentaire donc qu'on rajoute et dont on va parler aujourd'hui, qui est une partie expérience utilisateur. Et plus ça va, plus on va parler de SXO à la place de SEO. Le E de Engine est remplacé par expérience. Et on a aujourd'hui de plus en plus un moteur de recherche Google qui va prendre en compte des critères utilisateurs tels que la rapidité du site, tels que l'optimisation pour le mobile. Et on verra d'autres éléments tout à l'heure. Et je vais dire plop parce que la fin de la slide est terminée. Donc quand je voudrais changer de slide, je dirais plop. Parfait. Alors, autre élément sur lequel on va avoir l'occasion de rentrer un peu dans le détail avec Christophe, c'est effectivement, donc d'un point de vue SEO, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a premièrement beaucoup d'informations et deuxièmement, les informations qu'on peut avoir, il y a en fait régulièrement des mises à jour qui vont être proposées par le moteur de recherche. Ceci dit, même si finalement, donc on peut avoir cette idée que le SEO, c'est finalement un domaine qui est en mouvement continu, ce qui est le cas. C'est vrai, mais en même temps, il y a aussi des éléments qui sont un peu plus, disons, un peu de l'ordre de l'intemporel. Là, ce que j'aimerais vous parler ici dans un premier temps, c'est notamment de l'EAT.
Ce n'est pas quelque chose qui a été créé depuis le départ, hein, ce n'est pas si récent non plus, mais du coup, c'est vraiment la notion de marque. Google fait confiance aux marques et du coup, l'objectif, quand on a notamment une entreprise en B2B, ça va être de faire en sorte de faire rayonner sa marque et bien sur le web. Pour cela, il y a 3 éléments. Donc, il faut montrer son expertise, montrer son autorité et créer de la confiance. Donc, expertise, typiquement, c'est par exemple lorsqu'on a une partie de blog, on va être capable de montrer via ce blog finalement son expertise, de montrer vraiment de quoi on est capable. L'autorité, c'est simplement le fait d'avoir du coup d'autres sites web qui vont parler de votre entreprise et donc du coup ça va faire augmenter votre autorité globale de votre site. Tout ça pour objectif, bien sûr, de créer de la confiance. Donc, bien faire du SEO, en tout cas à mon sens, aujourd'hui, c'est vraiment faire en sorte de créer une marque sur le moyen long terme qui sera justement susceptible de créer de la confiance et donc de la conversion par la suite. C'est bon pour moi. Je vais avancer. Hop. Tu vas nous parler de Google RankBrain. Ouais, juste un petit complément sur le AT de Google et la très bonne présentation que tu viens d'en faire, Alexandre. Moi, je considère que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis le début et que c'est du pur marketing, cette notion de AT de la part de Google, puisqu'il a toujours fallu montrer qu'on était populaire et qu'on connaissait son domaine. Maintenant, là où je te rejoins, par contre, à 2000%, c'est sur le côté branding et de l'importance de construire votre marque. Et typiquement, par expérience, on voit, nous, assez souvent, sur des requêtes concurrentielles, si on a 2 ou 3 sites qui peuvent être assez similaires et qu'on a le sentiment que finalement, on ne comprend pas forcément pourquoi l'un est passé devant l'autre, en général, la marque a plus de notoriété et du coup, ça a une vraie importance pour Google. Juste, on va essayer de rentrer dans cette slide un petit peu sur l'intérieur de l'algorithme. Et depuis quelques années, l'algorithme de Google est dirigé par une intelligence artificielle, donc notamment cette notion de cet algorithme Google RankBrain, ou ici sur la partie précise dont on va parler, la partie Learning to Rank, c'était exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en complément des différents algorithmes et des différents comportements de Google en fonction de la thématique, eh bien, Google va de plus en plus s'attacher à faire quelque part une espèce d'assurance qualité sur les résultats qu'il vous propose et il va tester si l'utilisateur est content de ce qu'il a obtenu en résultat. Parce que finalement, des fois, l'utilisateur peut s'être trompé dans la question qu'il a posée, il peut avoir mal formulé sa requête et finalement, Google doit aussi interpréter la question qui a été posée et en fonction de ça, il doit donner des résultats qui doivent être le plus pertinents possible. Et donc, pour calculer ce niveau de pertinence, eh bien, rien de mieux finalement que d'essayer de se rendre compte de ce qui se passe après coup. Est-ce que l'utilisateur reste longtemps sur la page en question? Est-ce qu'il va avoir une interaction sur la page? Donc, c'est ce learning to rank où, en fonction de tout ça, eh bien, Google va venir en temps réel, et là, on parle vraiment de mécanisme temps réel, venir faire varier les X les centaines de critères possibles et imaginables qui sont à sa disposition, mais restons simples sur nos 3 premiers critères, eh bien peut-être que Google, pour telle ou telle requête, va se dire « Ok, finalement, je vais essayer de donner un peu plus d'importance à la popularité, je vais voir ce que ça donne. Ah ok, les résultats sont meilleurs, donc c'est bon, j'ai trouvé la bonne recette. » Et peut-être qu'il va se dire « Ok, les résultats sont moins bons. » Donc en temps réel, tout ça va s'équilibrer dans un objectif de fournir la meilleure réponse à votre question. Tu as parlé tout à l'heure de requêtes concurrentielles. Une requête concurrentielle, en B2B par exemple, ça pourrait être quoi? C'est en fonction du volume de recherche? C'est fonction du volume de recherche et du nombre de concurrents, surtout. Donc, si on est 2 à se battre pour une requête qui est cherchée de 20 000 fois par mois, elle ne sera pas du tout concurrentielle. Par contre, si on est 2000 à se battre pour une requête où il n'y a que 3 recherches par mois, elle va être très concurrentielle. Okay. Donc, ce n'est pas forcément le volume de recherche, même si souvent ça va de pair, mais on a malheureusement des niches où il y a peu de clients et beaucoup d'acteurs. D'accord. Alors, tu voulais parler des recherches vocales, je crois, Alexandre. Oui, là, du coup, c'était le slide après, effectivement. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, le vocal, c'est vraiment quelque chose qui paraît très, très futuriste. En fait, il faut bien comprendre que le moteur de recherche de Google a évolué. Et donc, on est même passé de moteur de recherche à moteur de réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on tape, du coup, la requête, je sais pas moi, quel est l'âge de Barack Obama, du coup, on va avoir un seul résultat. C'est un seul résultat qui nous intéresse. Et du coup, maintenant, Google va être susceptible de proposer sur certaines questions bien précises, et bien, du coup, une réponse directe. Et tout ça, finalement, cette transformation qui est donc la transformation du moteur de recherche vers le moteur de réponse va également dans le sens, finalement, du vocal.
Ce qui veut dire également que, même par exemple, si vous tapez, je sais pas moi, ou si vous dites sur votre téléphone définition de tel type de mots, et bien, du coup, vous allez avoir la réponse qui va être directement donnée par le moteur de recherche. Ce que ça veut dire également d'un point de vue du contenu, c'est qu'il va falloir prendre en compte, ou en tout cas prendre en considération la manière dont on s'exprime d'un point de vue vocal. Je vous donne un exemple précis. Par exemple, quand on tape par exemple, sur un téléphone ou sur un ordinateur, on peut taper par exemple le mot-clé tarte au citron. Mais quand on est sur son téléphone et qu'on utilise le vocal et qu'on est dans sa cuisine, on va plutôt avoir tendance à dire comment faire une tarte au citron ou quelles sont les différentes étapes pour faire une tarte au citron. Et du coup, finalement, ce type de sémantique et cette manière de s'exprimer et de formuler les questions vont être de plus en plus, ça va être de plus en plus important de les formuler au sein des contenus pour pouvoir justement avoir la possibilité d'être positionné sur le vocal. Donc, tu veux dire qu'il y a des manières d'écrire des phrases sur tes textes? Exactement. C'est-à-dire que la manière en fait dont on faisait des recherches, ou on fait des recherches d'ailleurs depuis un ordinateur, et la manière dont on s'exprime, en fait, quand on utilise le vocal, notamment, par exemple, depuis son téléphone, en fait, on pose une question comme on pourrait poser une question à une vraie personne, à un commerçant ou même à un ami, etc. Donc, avec une vraie question qui va être formulée. Alors que quand on est sur le moteur de recherche, parfois, on a tendance justement à avoir cette logique de mots-clés. Alors, parfois, ça peut être des mots-clés à rallonge, bien évidemment, mais on n'a pas forcément tendance à mettre directement des questions. Donc, du coup, voilà, il y a des évolutions à faire par rapport à ça. Alors justement, on va parler des évolutions avec Christophe. Ouais, juste un petit complément encore une fois de ce que disait Alexandre. Et moi, je le constate de plus en plus au jour le jour. Pas dans ma façon à moi d'utiliser un moteur de recherche, parce que moi, je suis toujours resté en mode efficace et rapide, où je mets des mots-clés. Mais en fait, de plus en plus fréquemment, quand je regarde autour de moi, dans ma famille, et que je regarde l'utilisation qu'ont les gens des moteurs de recherche, en effet, je les vois naturellement taper des questions. Comment faire ceci, comment faire cela. Alors avec un gros impact en effet sur la recherche textuelle, hein, tu l'as bien dit, Alexandre, on vient répondre à des questions, hein, de plus en plus quand on fait de la création de contenu. C'est même un petit peu, devenu tellement artificiel que je sais pas si ça va durer comme ça. Mais en parallèle, on voit aussi que les gens, recherchent de plus en plus, face à ces questions, des réponses qui ne sont pas que textuelles, et on en est un bon exemple ce matin. On est en train de faire un webinaire. L'impact de la vidéo en termes de SEO, c'est aussi le SEO de demain. Et en extrapolant, allez, on va être un tout petit peu plus futuriste que les assistants vocaux qu'on a tous sur nos téléphones et qu'on n'utilise pas tant que ça. On voit qu'on est en train de basculer aujourd'hui, ou pas, on verra si tout ça va tenir, ou s'il y a une vraie révolution, mais dans ce qu'on appelle les metaverses, les univers augmentés, les réalités augmentées. On a Facebook qui ressort des lunettes connectées. Le SEO de demain, il va passer forcément par là. Il va falloir que dans ces réalités augmentées, on ait du SEO qui vienne. Et là, il y aura des réponses directes de Google. Il n'y aura plus forcément de site internet. Donc, il va falloir suivre ça. Ça va devenir passionnant. Alors en effet, on voulait parler quand même de ces évolutions dans le temps, et là, celles que j'ai dit sont futuristes, mais depuis 98 que Google a lancé son algorithme, on a l'impression que ça change tout le temps, et c'est vrai que c'est la crainte, de nos clients, mais aussi de toutes les personnes qui se lancent dans le SEO, en interne, de se dire: «Mais est-ce que finalement les travaux que je fais vont être cohérents, et permanents sur la durée?» Et c'est vrai que je voulais donner ces exemples-là, non pas pour faire peur, mais on voit un petit peu les évolutions du nombre de mises à jour qu'a fait Google par an, depuis 10 ans. Alors j'ai pas les derniers chiffres de 2021, mais on voit qu'on était avant sur des évolutions des mises à jour de quelques centaines de mises à jour par an, ce qui est déjà énorme, et on arrive en 2020 à, quasiment 5000 mises à jour, par an. Alors je crois que ça faisait un truc comme, 13 mises à jour, par jour, quoi. C'est quand même un truc de fou. Alors certes, c'est des mises à jour mineures, mais c'est aussi une des contraintes qu'on doit accepter, quoi. Donc on doit prendre en compte quand on fait du SEO, c'est qu'on intervient dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, et où, le joueur en face de nous peut changer les règles du jeu quand il veut. Donc ça fait quand même partie de nos contraintes. Maintenant, tel que l'a très bien rappelé Alexandre en démarrage, si on applique des règles qui ont peu évolué, depuis 1998,
on va réussir à performer en SEO. Je voulais juste profiter de ce petit indicateur ici, là, le SEMrush Sensor. Je vais faire une petite aparté sur SEMrush. SEMrush fournit un outil qui nous permet d'être informé en temps réel de l'évolution, de la volatilité des SERP, des pages de résultats, et donc de pouvoir non pas anticiper, mais au moins être informé quand ça bouge beaucoup dans les pages de résultats et que potentiellement une mise à jour Google est en cours. Plop. Et alors, je rappelle juste. Simplement un petit commentaire par rapport à ça. Je vais dans ton sens, Christophe, absolument surtout. Peut-être un petit rajout. Pour moi, en fait, notamment les différentes mises à jour qui sont mises en place par Google, ce qui est intéressant également, si vous faites le choix à un moment donné d'un prestataire SEO pour votre entreprise. Moi, par exemple, alors certes, je suis bien évidemment les mises à jour de Google pour voir ce qui se passe sur le moteur de recherche. Après, en fait, ce dont on peut se rendre compte, c'est que les gens qui sont souvent les plus inquiets justement sur ces mises à jour-là sont justement en fait les SEO qui ne respectent pas forcément les règles de Google. Quand on est dans les clous, en fait, au final, moi, pour être transparent, à chaque fois qu'il y a des mises à jour de Google, à chaque fois, c'est vertueux en fait pour mes sites web et les sites web de mes clients, parce que du coup, en fait, on a fait les choses correctement depuis le départ. Donc, il ne faut pas, pour moi, il y a vraiment aussi un effet un peu de… Alors, ça peut faire peur pour certains SEO, mais en fait, pour d'autres également, ça peut être considéré comme des vraies opportunités pour pouvoir gagner des positions et puis surtout réussir à bien positionner sa marque sur le web. En fait. Et du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que Google conserve quand même une certaine cohérence dans son algorithme? Parce qu'avec autant de changements, comment ils arrivent à faire? Ils passent par couches, ils font évoluer juste une partie? Oui, alors après, il y a plein d'algos, de sous-algos. Après, allez, moi, je vais la faire en mode violent. L'algo de Google, il est basé sur les liens depuis 1998 et ça n'a pas changé. Voilà. Et je vais m'aller en mode encore un peu plus violent. Les gens qui ont écrit cette partie-là de l'algo, ça fait longtemps qu'ils ne travaillent plus chez Google. Et Google a beaucoup trop peur d'aller mettre les mains dedans. Donc oui, on est venu rajouter des couches d'intelligence artificielle par-dessus ça. Mais la base de l'algo, et on en reviendra tout à l'heure, ça s'appelle le PageRank. On va en parler. Le PageRank, c'est du nom d'une certaine personne qui s'appelle Larry Page, qui est un des 2 créateurs de Google. Ce n'est pas du tout par rapport à la notion de page Internet. Ouais. Et que c'est quand même ce qui a fait de Google ce qu'il est aujourd'hui et le seul moteur qui a réussi à être aussi efficace. Juste le tout petit bémol sur les mises à jour, alors c'est pas forcément des mises à jour, mais malgré tout, même si on a fait tout bien, on peut très bien sortir du jour au lendemain de Google, tout simplement si sur une requête précise, et tu vas en parler un tout petit peu après, donc ça tombe bien, Google réinterprète l'intention de recherche. Donc ça sera une introduction à ce que tu vas dire après. Okay. Très rapidement, une petite slide sur qu'est-ce qui s'est passé en 2021, juste pour vous montrer quand même que, par exemple, donc c'est la slide suivante, voilà, en grosse mise à jour, pas les petites qu'on voit jamais, on voit quand même qu'on a eu sur une année 2021 une petite dizaine de mises à jour, dont certaines qui ont eu quand même des impacts importants. Et encore une fois, qu'on fasse tout bien ou qu'on soit vraiment à la limite des règles ou des fois super borderline, malheureusement, c'est pas les mecs qui sont forcément les plus tricheurs qui se font retoucher parce que finalement, un contenu moyen pouvait suffire jusqu'à un certain moment et puis suite à une mise à jour de Google, le contenu moyen ne suffit plus ou une mise à jour de Google est venue finalement pousser, comme on l'a vu tout à l'heure, les marques qui ont plus de notoriété en termes de branding. Donc oui, en règle générale, quand on fait le travail correctement, on n'est pas inquiet, mais tout peut arriver lors d'une mise à jour Google, surtout parce que, Nicolas, tu l'as très bien expliqué, on est sur des milliards de lignes de code qui datent de 1998, et que quand on commence à venir mettre un bout d'IA qui vient changer de manière automatique, finalement sans avoir de garde-fou, eh bien, il peut y avoir des bugs. Bugs qui peuvent se retrouver corrigés, il peut y avoir des bugs. Qu'est-ce qui nous attend pour 2022 ? Eh bien, Google vient de nous annoncer, je crois, c'est hier ou il y a 2-3 jours, qu'ils allaient enfin lancer MUM. Donc, MUM, c'est le nom d'un algorithme qui va remplacer l'algorithme BERT, qui était lui-même un algorithme d'intelligence artificielle de reconnaissance de langage et de traitement naturel du langage. Alors, Google nous a expliqué, c'est du marketing, encore une fois, que BERT est 1500 fois plus puissant, que MUM, est 1500 fois plus puissant que BERT, et donc il va avoir le potentiel de transformer la façon dont Google traite les tâches complexes. Donc, on attend ça avec la plus grande peur ou pas. Ça marche. Merci. Je rappelle
aux gens qui participent que vous pouvez scanner le QR code en bas à gauche de la présentation pour poser vos questions et qu'à la fin, on utilisera ces questions pour terminer cette présentation et vous pouvez voter pour les questions des autres de manière à hiérarchiser l'importance des questions. Alors moi, Alors, j'ai scanné le QR code et je vois pas beaucoup de questions qui arrivent, donc faut y aller. oui, posez des questions. Donc, tu l'as dit tout à l'heure que le contenu était roi. Donc, nous, on fait pas mal de contenu chez INU pour nos clients. Donc, nous, on fait beaucoup d'articles de blog, on fait beaucoup de livres blancs, on fait beaucoup d'e-books, ce genre de choses-là. Et on va, je crois, à la fin, parler de toute la partie backlink. Donc, que les deux critères qui sont vraiment importants, c'est produire du contenu de qualité, mais aussi d'obtenir des liens. Donc, il y a toute la partie maillage interne dont on va parler après, et aussi d'essayer d'obtenir des liens en retour d'autres sites qui, comme tu as dit tout à l'heure, Alexandre, permettent de montrer l'autorité d'un site. Et c'est drôle parce que tu vois, dans cette slide, on zappe naturellement la partie contenu, la partie technique, pardon. Et il faut pas l'oublier. Et à un moment, la partie technique, finalement, moi, je fais souvent cette analogie. On la retrouve pas dans la slide parce que finalement, la technique, c'est je mets 1 euro dans le flipper et tant que j'ai pas mis 1 euro, j'ai pas le droit de jouer, quoi. Voilà. Si la technique est pas là, je joue pas de toute façon. Oui, je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de nuances entre certains SEO. Pour moi, en fait, la nuance, elle ne devrait jamais être sur la technique. Dans tous les cas, quand on fait du SEO, il faut être propre techniquement, parce que sinon, effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Bon, on ne met pas d'argent dans le flipper, donc on ne peut pas jouer. Après, il peut y avoir des nuances, soit peut être plutôt orienté contenu, soit être plutôt orienté backlinks. Voilà. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas de technique à la base, en fait, on peut rien faire. Alors maintenant, on va partir sur la partie contenu parce que nous, ça nous intéresse en tant qu'agence parce qu'on fait beaucoup de contenu. On va essayer de faire des cocons. On va travailler aussi sur la partie persona. On ne parle pas de cette partie persona dans cette présentation-là, mais c'est important pour la création de contenu et sur la partie SEO. Pareil sur la partie conversion. Le SEO est aussi important pour amener vers les bonnes pages, les pages de conversion. Et puis toute cette partie marketing automation qu'on fait, mais pour le coup, qui n'est pas du SEO. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment qu'est-ce qui compte vraiment en SEO. Donc, Alexandre, je te passe la parole sur la partie intention de recherche. Alors oui, effectivement. Alors d'ailleurs, peut-être que la slide d'après aurait été préférable de la mettre juste avant, parce qu'en fait, on recherche les mots-clés dans un premier temps, puis après, on regarde l'intention de recherche, mais peu importe. Du coup, tu préfères la faire peut-être, Christophe? Comme tu veux, c'est toi qui décides. Peu importe, écoute, si tu veux, oui, en effet, tu as raison. Dans le principe, c'est peut-être mieux de partir sur cette partie mots-clés et on rejoint, et je vais le faire très rapidement parce que je vois que le temps tourne très vite. En effet, on va quand même à la base partir de nos personas et on va se mettre dans leur peau et essayer de réfléchir à ce qu'ils recherchent réellement sur Internet. Pas ce que nous, on a à vendre, mais ce qu'eux recherchent. Donc, il faut se mettre dans une logique basée sur la demande beaucoup plus que sur l'offre. L'internaute a finalement pas forcément grand-chose à faire de qui vous êtes et de ce que vous faites. Par contre, il veut qu'on résolve son problème. Et donc, on va pouvoir utiliser des outils comme ceux qui sont là, qui vont nous aider, mais à un moment, on peut aussi tout simplement, si on n'a aucun outil, utiliser notre cerveau, nos commerciaux qui sont en relation directe avec nos clients au jour le jour pour trouver les bons mots-clés. Ouais. Et en effet, à partir du moment où on a ce listing de mots-clés, on va devoir se poser la question qu'est-ce que l'internaute attend en échange de ce mot-clé, mais aussi et surtout ce que Google attend, puisque en fait Google essaye de catégoriser en fait chacune des expressions pour les mettre dans une des 4 grands blocs que va nous présenter Alexandre. Et si on ne répond pas selon ce que Google attend, eh ben Google a quand même de grandes chances de ne pas nous mettre dans les résultats. Exactement. Donc, du coup, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on a cette liste de mots-clés, il va y avoir une intention derrière, en fait. Donc là, je les ai catégorisés. Alors, ce n'est pas les catégories officielles, comme tu le disais très bien. J'ai vérifié, c'est moi qui ai fait l'erreur hier soir. C'est bien les 4 catégories officielles de Google, donc c'est parfait. Voilà. Alors, du coup, il y en a 4 ici. Donc, il y a savoir, aller, faire, acheter. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si jamais vous créez un contenu, que vous vous trompez d'intention de recherche, eh bien en fait, ça ne va pas fonctionner pour vous. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si vous tapez, encore une fois, tarte au citron, eh bien, quand on tape tarte au citron, l'intention de recherche derrière, c'est de faire une tarte au citron. Donc, du coup, on va s'attendre à avoir une recette de tarte au citron. Par conséquent, si jamais vous vous lancez dans la rétrospective historique de la tarte au citron, ça va servir à rien, puisque finalement, l'intention de recherche ne sera pas celle-ci, en fait. Donc, du coup, avant même de créer un contenu, prenez quelques minutes pour pouvoir taper ce mot-clé-là dans Google, voir les différents résultats qui remontent, et ça peut justement
vous renseigner sur la typologie de contenu qui va être nécessaire de créer. Et faites attention, ce que dit Alexandre, j'adore, hein, parce que pour moi, la réalité est à l'écran. Faites super attention à ce qui se passe quand vous allez taper votre requête. Je donne un exemple, alors sur Tarte au citron, je ne l'ai pas testé, mais ça vaudrait le coup de le faire. Mais je vais donner un autre exemple tout bête qui me vient en tête parce que c'était une personne qui me l'avait donné lors d'une conférence, donc je la reprends. Si je tape la question « Quelle est la taille de Léo Messi ?», Google me répond tout de suite. Il me dit que Léo Messi fait 1,65 m, je crois. Et ben voilà, oubliez de faire des contenus là-dessus, c'est pas la peine, les gens n'iront jamais. Donc travailler sur d'autres contenus, ça c'est ce que Google appelle les requêtes no simple, les savoirs simples. Et Google il y répond tout seul, il vous a déjà piqué vos contenus, de toute façon il les connaît, il connaît la réponse et il répond à votre place. Donc là il y a 0 clic pour vous là-dessus. Et des requêtes à 0 clic, malheureusement il y en a de plus en plus. Tout à fait. Alors, dans ce slide, en fait, l'idée, c'est de présenter également, très rapidement, dresser une stratégie de contenu. Alors, une stratégie de contenu, dans tous les cas, va dépendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle avec votre propre site. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on démarre un site de zéro, qu'on vient de commencer, on ne va pas avoir la même stratégie de contenu que lorsqu'on est déjà un site qui est déjà très populaire, très connu, etc. Donc, quand on a un site qui démarre, on va du coup avoir une autorité ou une popularité de site qui va être du coup à 0. Donc, c'est une note qui est sur 100. C'est également ce qu'on appelle le domain authority. Donc, voilà, c'est la popularité de votre site. Si jamais, avec un site web qui a une autorité de 0, eh bien, vous vous dites, voilà, je veux cibler un mot-clé qui a une grosse difficulté avec beaucoup de compétition, beaucoup de volumétrie, il faut être très clair, vous allez vous faire plier et vous n'allez jamais réussir à être bien positionné dans l'immédiat parce que Google ne va pas vous faire confiance. Donc, la meilleure manière de faire quand on a un site qui est en démarrage, c'est de faire en sorte justement de cibler ce qu'on appelle des mots qui vont être des mots long train. Donc, ça va être des mots qui vont être un peu plus longs, qui vont avoir un volume de trafic beaucoup plus faible et par contre, qui vont être très ciblés. Par exemple, un mot-clé qui pourrait être générique, ça pourrait être du coup basket, par exemple les sneakers. Ça, c'est un mot-clé qui est générique, mais forcément, lorsqu'on tape ça, il y a beaucoup de gens avec beaucoup de gros acteurs, les Adidas, Nike, etc., qui vont essayer de se positionner dessus. Par contre, lorsqu'on part sur de la longue traîne, donc du coup sur sneakers blanches, taille 44, femmes, etc. Bref, alors là, je vous donne un exemple de produit, mais ça pourrait être un exemple également pour un article de blog. Bref, plus c'est précis et plus c'est détaillé, moins effectivement il y a des gens qui vont taper ce mot-clé-là en question. Par contre, ceux qui vont taper ça, eh bien, finalement, ils vont arriver sur un contenu qui va être ultra pertinent pour eux. Et d'ailleurs, d'un point de vue de la conversion également, c'est souvent beaucoup plus élevé également. Donc, du coup, la bonne stratégie, c'est quand on démarre avec un site web, c'est de faire en sorte de cibler du coup un mot-clé, des mots-clés qui vont être tendance à être long train, donc avec une volumétrie faible. Parce que dans un premier temps, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Donc, l'objectif, c'est de faire venir ses premiers visiteurs. Une fois qu'on commence à avoir ses premiers visiteurs, finalement, Google va avoir un peu plus confiance dans votre site. Donc, votre autorité de site va grimper gentiment. Alors, il y a aussi des questions de backlinks. On pourrait y revenir après par la suite. Mais du coup, en faisant ça, du coup, on gagne de la confiance. Vu qu'on a un peu plus de confiance, on va pouvoir cibler des mots-clés qui vont être plus difficiles. Et donc, avoir un peu plus de monde qui va venir sur le site, etc., etc. En fait. Et donc, du coup, ça se fait vraiment de manière au fur et à mesure. Et peu importe. Alors, bien sûr, plus vous êtes dans un secteur qui est compétitif, plus ça va être important de faire ça. Moi, par exemple, avec ma propre agence, quand j'ai commencé, des agences, il y en a plein. Il y a beaucoup également de contenu sur le SEO. Bien sûr, je ne pouvais pas directement arriver sur des mots-clés ultra difficiles, ultra compétitifs, parce que du coup, je n'aurais pas pu me positionner correctement. Donc, du coup, j'ai vraiment, moi, j'appelle ça racler le web avec justement des requêtes sur lesquelles d'autres personnes, d'autres acteurs ne se positionnaient pas, ce qui permet de gagner de la confiance au fur et à mesure, de faire monter son autorité, et on y va progressivement. Juste peut-être un mot sur la création de contenu et sur les intentions de recherche. L'idée, c'est peut-être de construire des contenus pour chaque type d'intention de recherche. Sur un site internet, on va avoir un blog qui va être peut-être de l'évangélisation pour des gens qui ne savent pas forcément ce qu'ils recherchent, jusqu'à la page de vente où les gens vont venir acheter le produit. Et chaque type de contenu se travaille différemment, mais est complémentaire de tous les autres contenus. Absolument. L'idée, c'est... Ouais, non, nous, c'est souvent ce qui s'appelle le tunnel de l'information. Hein. L'idée, c'est de venir chercher les gens quand tu es aux premières étapes où ils sont pas matures du tout sur leur recherche. Ils ont aucunement une carte bleue à la main, donc on va essayer de leur amener du contenu informationnel et on va petit à petit
les rentrer dans l'entonnoir et faire en sorte qu'on leur fournisse des contenus pour chacune des étapes de leur acte d'achat, alors qu'on parle d'un e-commerce ou d'une génération de leads pour un ICO B2B, hein, c'est le même principe. Dans tous les cas, au départ, on va devoir, et on en revient à l'EAT, hein, finalement, on va montrer notre expertise via des contenus purement informationnels où on va prouver de l'expertise, prouver de l'expérience, prouver de la compétence, et puis petit à petit, on va aller donner pour chacune des bonnes requêtes qui vont bien les contenus qui vont être ceux qui vont finir par vendre. Et on sait que c'est à force d'avoir été en contact finalement avec nous, hein, que les prospects vont prendre confiance en nous, et la vente se fait forcément pas le premier jour. Donc, il faut qu'on ait plusieurs points de contact au fur et à mesure de ce tunnel, de cet entonnoir de l'information. Ok. Alors, je vais avancer. Et juste pour revenir sur cette côté longue traîne, je fais un peu de teasing parce que je vois que c'est 12h05 et que les gens vont commencer à avoir faim. On va vous présenter par la suite des techniques finalement basées sur le maillage interne et externe qui vont permettre de, un peu à l'image d'un jeu de domino, de commencer par ces expressions longue traîne et hop, petit à petit remonter sur les expressions plus génériques. Tout à fait. Et ça a aussi un impact peut-être sur la construction du site, sur la hiérarchisation des informations. Bien sûr. Hein. Ouais, de priorisation, de création de contenu également. Alors, on va justement sur cette partie link building. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un lien, qu'est-ce que c'est que le PageRank. Tu vas peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Ouais. Quelle va être la différence entre un backlink et les liens internes. On va voir toute la partie code sémantique et puis quelle stratégie adopter. Déjà, je voulais te féliciter, Nicolas, avant de redire ce que c'est qu'un backlink ou qu'est-ce qu'un link, un lien finalement. C'est que si tu reviens sur la slide précédente, je voulais te féliciter parce que le microcosme du SEO français appelle ça le netlinking, ce qui n'est absolument pas un terme anglais, c'est un truc inventé par nous. Et donc, on parle bien de link building. Félicitations. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On va y venir. D'abord, bon, qu'est-ce qu'un lien? Un lien, c'est très simple. C'est la fameuse balise Ehref, hein, si on rentre dans du code informatique. C'est un élément qui, depuis un site web, enfin même pas depuis un site, depuis une page A, fait un lien en cliquant sur un petit bout de texte qui va envoyer vers la page B. Donc, en effet, on va parler de backlink et de lien externe quand on est sur deux sites différents tels que tu l'as représenté ici. Mais pour moi, un lien reste un lien, qu'il soit interne ou externe. Même si les niveaux de puissance peuvent être différents, mais un lien reste un lien. Alors, est-ce qu'il faut faire des liens? Eh bien, je vais vous répondre de manière très simple. Oui, soyez généreux, faites des liens. Pourquoi vous devez être généreux et faire des liens? Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'essence même du moteur de recherche de Google. Il est basé sur les liens. Et ça tombe bien puisque hier, John Mueller nous a fait une petite remarque. On ne va pas toujours croire ce que dit John Mueller. Souvent, c'est un grand communicant de chez Google, mais souvent, il raconte des bêtises. Mais là, sur le coup, il a dit un truc bien, puisque on parlait des problématiques d'indexation et de se dire, comment est-ce que je fais pour que Google découvre mes nouvelles pages? Et John Mueller nous a dit que le meilleur moyen pour faire ça, c'était de recevoir un lien vers ces nouvelles pages, plutôt que de faire n'importe quelle méthode d'indexation. Et c'est là que c'est important de se dire, c'est que Google découvre les pages en suivant des liens. Les robots de recherche de Google, depuis le premier jour en 98, ils découvrent les pages des sites internet en suivant des liens. S'il n'y a pas de lien, Google ne découvrira jamais vos pages. Alors, on peut tricher, on peut filer des sitemaps, forcer de l'indexation, mais Google nous le dit, le meilleur moyen de vous faire découvrir vos pages, c'est de les faire lier depuis d'autres sites internet. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est John Mueller. Plop. Le PageRank. Alors. Allez, le PageRank, on va essayer d'être fait rapide parce que c'est déjà midi. Eh bien, c'est la formule magique de l'algorithme de Google et c'est ce qui a fait son succès. On retourne en 98, Larry Page est en thèse et en l'occurrence, lui, il travaille sur un algorithme, sur une méthode qui permet de calculer la popularité des chercheurs. Ça n'a rien à voir avec les pages sur Internet, mais il va se dire comment je sais si un chercheur est populaire. Et pour savoir si un chercheur est populaire, son idée, elle est toute simple, c'est de se dire, chaque fois qu'un autre chercheur, dans une de ses publications, fait une citation vers le chercheur en question, le chercheur en question est plus populaire parce que les autres chercheurs parlent de lui. Et le PageRank, c'est ça à la base. Ce n'est pas du tout un algo sur Internet, c'est un algo pour calculer la popularité des chercheurs. Et le jour où il lance Google avec Sergey Brin et qui se disent comment à qualité égale je vais différencier deux sites internet, on nous ressort cette logique de
PageRank, c'est-à-dire à une notion de vote. Tu l'as dit, Alexandre, tout à l'heure. Quand je fais un lien depuis un site A vers un site B, je donne un vote de confiance au site B. Et c'est ça, le PageRank. Alors, la formule, là, est très compliquée. Et en fait, je voulais juste vous partager très rapidement un petit simulateur de PageRank et comme ça, vous comprendrez, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez prendre la suite de BNU en tant que présentateur principal. D'accord? Écoute, tu pourras repartager, je pense, après la presse. Donc, je te prends la main et je voulais juste vous montrer ce petit outil. Le temps que tu fasses la présentation, Alexandre, est-ce que tu as des conseils en nombre de liens? Parce qu'on dit qu'il faut faire des liens, mais imaginons sur une page, Ouais, je vais en parler après, mais ouais. beaucoup de liens ou pas beaucoup de liens, est-ce que ça ne disperse pas le jus que tu peux donner aux autres pages? Alors, c'est un peu une question qui approche, par exemple, aussi par exemple, parfois on me demande combien de mots il faut pour se positionner sur tel type de requête. Et en fait, sur ce type de réponse, en fait, la meilleure réponse, c'est ça dépend. Ça va dépendre de la compétition, ça va dépendre du mot-clé, ça va dépendre. Donc, du coup, l'une des bonnes façons de faire, et d'ailleurs, quand on fait du SEO, on a pas mal d'outils justement qui permettent de regarder ce que font la compétition pour pouvoir justement essayer de se jauger, de se positionner et la plupart du temps essayer bien, de faire mieux que les autres. Donc, en fait, ça dépend vraiment de la requête et du secteur, de la compétition, du site web, de l'autorité du site. Bref, il y a pas mal de critères à regarder en ligne de compte pour pouvoir donner une réponse à ça. Après, pour compléter, hein, c'est vrai quand je dis qu'il faut être généreux, si sur une page vous faites 1000 liens, vous donnez plus de puissance à personne, hein, on est bien d'accord, hein. Donc il faut en effet rester, faire des liens avec modération à l'intérieur d'une page, mais il faut être généreux au sens large. Juste pour la petite simulation ici le PageRank Simulator, c'est assez simpliste, mais ça montre bien comment ça fonctionne. Alors, il y a juste un principe mathématique de base qu'il faut garder en tête, c'est la base de l'algo, c'est que la somme de tous les PageRank de toutes les pages présente sur Internet est égale à 1. C'est le premier principe de se dire, la somme de toutes les pages vaut 1. Donc ici, je simule un truc, je crée une première page sur Internet, c'est la première qui est arrivée, je fais mon calcul de PageRank, ça vaut 1. Je rajoute une deuxième page, il y a un autre site Internet qui vient de se lancer, je calcule mon PageRank, les deux valent 0,5. Jusque-là, tout va bien. Je rajoute une troisième page, je calcule mon PageRank, chacune des pages a pris un tiers du PageRank disponible. On n'a que des pages qui ne sont pas liées les unes entre les autres. Que se passe-t-il si, soudain, la page 2 se dit, tiens, je vais faire un lien vers la page 1, pardon, se dit, je vais faire un lien vers la page 3. Hop, je rajoute ce lien. Je vais recalculer mon PageRank. La page 1, les 0 et la page 2 ont gardé finalement le même niveau de PageRank. Il a baissé un peu, forcément, puisqu'on a rajouté un lien. Mais ici, la page 2 est venue exploser. Donc, juste en rajoutant ce lien, ma page 2 est devenue populaire que la page 1 et que la page 0. Ça peut marcher en externe. Maintenant, imaginons que le propriétaire de la page 2 se dise, tiens, mais c'est cool ça, mais si moi, je venais rajouter des pages sur mon site, il vient rajouter ici 3 pages sur son site. Hop, allez, on va le faire autrement, on va faire celui de la page 0 qui se dit, ah, mais l'autre, il est pénible, il m'a passé devant, moi, je vais rajouter juste des pages à moi sur mon site. Alors, pardon, hop, non, j'ai pas mis la page dans le bon sens, excusez-moi. Je vais remettre un lien depuis ici, un lien depuis là. Ah, il m'embête, j'arrive pas à le faire cliquer comme il faut. Ok, c'est pas grave. Hop là. Je délète mon lien. Hop, je vais trop vite. Voilà. Hop, hop. Ici, je vais recalculer mon PageRank. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma page 0, qui était bien plus faible que tous les copains jusqu'à maintenant, juste en ayant créé des pages dans son site, et en faisant des liens depuis ses pages vers sa page à lui, a augmenté son PageRank. Ça veut dire que quand je veux faire de la popularité sur mon site, je peux obtenir des backlinks, qui certes vont amener beaucoup de puissance, mais je peux aussi utiliser mon propre site pour me créer mon propre répertoire à PageRank et venir créer moi-même ma popularité au niveau de mes pages. Donc là, on est vraiment sur des popularités au niveau de pages. Je ne parle pas de domaine authority, je parle de la force des pages les unes entre les autres. Donc on le voit, et après on peut faire des choses un petit peu rigolotes, en imaginant que je rajoute des liens ici et ici. J'ai juste rajouté des liens. Alors, je vais forcément ici baisser en termes de PageRank, puisque je vais diluer un petit peu tout ça. Mais en fait, en rajoutant ces liens-là, les autres pages ont aussi grandement baissé. Donc, c'est là d'un point de vue, comment on va dire, si je ne le fais pas de manière absolue, mais de manière relative, cette page-là a encore gagné en puissance. Et puis, si je viens juste faire des petites choses comme ça avec des liens aller-retour,
je vais recalculer mon truc. Certes, celle-là a baissé, mais les autres ont baissé plus encore en quantité et en relativité. D'un point de vue relatif, cette page a encore gagné énormément en PageRank. Ça, c'est les logiques de maillage d'un cocon sémantique dont on va reparler tout à l'heure. Ce qui veut dire que vous pouvez facilement, en travaillant votre maillage interne, optimiser votre PageRank. C'est ce que nous expliquera Alexandre tout à l'heure. Alors, je vais essayer de reprendre la main. Ouais. Reprendre la présentation. Peut-être simplement un petit détail, hein, le PageRank. Parfois, on se demande pourquoi est-ce que Google finalement est devenu le moteur de recherche aussi puissant qu'il est aujourd'hui. Et en fait, d'un point de vue, le PageRank, pour moi en tout cas, c'est vraiment l'un des éléments qui a fait la différence par rapport aux autres moteurs de recherche. En tout cas, c'est vraiment à ce moment-là en fait où Google a explosé par rapport aux autres, en termes de pertinence dans les résultats. Et sur la partie crawl, en fait. C'est le Ouais, PageRank et le fait qu'ils se sont mis à crawler. Les autres étaient des annuaires avant. Et donc, en fait, on saisissait les sites. Eux, ils ont lancé cette découverte automatique basée sur les liens. Exactement. Alors, comment obtenir des liens sur votre site? Oui, bon là, écoute, on va passer Ça, vite. on Je crois verra, qu'on en a reparlé après. Il y a tout un tas de méthodes. Donc, celle-là, on va passer vite. Donc là, la différence entre paclist et maillage interne, c'est que tu as expliqué un petit peu justement Oui. grâce à ton petit... Un lien reste un lien. Après, on va pouvoir obtenir facilement. En fait, le truc, c'est que quand tu reçois un lien d'un site internet qui est déjà puissant, qui a déjà plein de pages et qui lui-même reçoit déjà plein d'autres liens, forcément, ce lien, il est plus puissant que si tu rajoutes une page dans ton site. Mais dans tous les cas, une page amène du PageRank. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec le maillage interne, on va vraiment pouvoir avoir la main sur les pages qu'on va pouvoir vraiment prioriser. Donc, du coup, alors qu'avec les backlinks, alors mis à part si on fait de l'achat, etc., mais sinon, parfois, eh bien, si c'est des liens purement naturels, c'est simplement un autre site qui va vous faire un lien et du coup, ça sera peut-être sur une page qui peut être intéressante, mais peut-être pas forcément prioritaire pour vous. Alors qu'avec le maillage interne, on peut vraiment structurer les choses de la manière dont on l'entend. Voilà. Et comme tout à l'heure, on disait qu'il fallait structurer son contenu, enfin son site en fonction des contenus, avec des pages en fonction du tunnel de vente. Là, c'est un petit peu pareil pour moi sur la partie lien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire des liens dans tous les sens. Le sens des liens et ce que tu vas lier comme page, il faut le faire de manière correcte. C'est la partie cocon sémantique, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est ouais. la partie cocon, finalement, c'est rien. Pour moi, alors je vais avoir tendance à résumer ça de manière un peu expéditive, mais avant, disons que les liens étaient faits peut-être de manière interne, étaient faits de manière un peu plus anarchique, disons. Alors que là, avec le cocon sémantique, l'objectif, c'est vraiment de se dire qu'il y a des pages qui vont être des pages importantes, des pages prioritaires. Et donc, du coup, on va construire une structure et faire des liens vers ces pages qui sont des pages prioritaires. Donc voilà, c'est vraiment une manière de structurer les liens, mettre par exemple les pages qui sont importantes sur une autre page et bien du coup mettre ces liens-là un peu plus haut dans le contenu, ce qui est un peu moins important, un peu plus bas. Bref, c'est simplement la manière de structurer en fait les liens internes. Juste voilà, pour bien comprendre aussi cette notion et pourquoi le cocon sémantique fonctionne et que ce soit en tant que maillage interne ou maillage externe, réfléchissez vos cocons sémantiques en off-site parce que la démo que je vous ai fait sur le PageRank, elle est biaisée et elle a évolué dans le temps. Ça, c'était le PageRank original. Et au départ, il suffisait que je fasse un lien et je passais de la popularité. Aujourd'hui, en fait, Google s'appuie sur une notion qui s'appelle le PageRank thématique. Et il faut que les deux pages qui se font des liens les unes entre les autres soient proches d'un point de vue sémantique, pour le coup, d'un point de vue contenu et d'un point de vue sujet abordé pour que le PageRank passe réellement tel que je viens de le montrer dans la démonstration. Si je fais un lien entre une page qui parle de chaussettes et une page qui parle de carottes, le passage de jus SEO sera nul. Il n'y a pas de logique. Enfin, il ne sera pas nul, mais il sera très faible. Il n'y a pas de logique. Alors que si je fais un lien entre une page sur le jardinage et une page sur les carottes, là, j'ai de la logique et le jus va passer. Alexandre, tu veux parler un peu? Non, tout à fait. Je pense que là-dessus, tout a été dit. Pour moi, c'est vrai que c'est exactement ça, en fait, ce que vient de dire Christophe pour compléter. C'est vraiment une question de pertinence, en fait, entre les différents sites. Donc voilà, si vous obtenez des liens, l'objectif, ce n'est pas forcément de faire du quantitatif, hein, c'est vraiment d'avoir des sites web qui soient pertinents par rapport à votre secteur. Donc voilà, donc si jamais vous obtenez beaucoup de liens sur des sites web, provenant de sites web qui sont très loin de votre secteur, du coup, est-ce que ça aura un impact? Oui, mais est-ce que ça va avoir un impact faible? Oui aussi. Donc, du coup, moins de liens, mais plus qualitatif, c'est sans doute une meilleure chose à faire. Alors,
Là, on a un exemple de cocon, c'est ça, Alexandre? Alors oui, du coup, c'est l'exemple qui m'a été donné du coup par Christophe. Donc là, par exemple, on est sur le mot-clé important, ça va être bien du coup lunettes. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'on va faire graviter autour de lunettes bien d'autres types de contenus. Et bien sûr, ces autres types de contenus auront pour objectif, par exemple, là, si je prends l'exemple avec vert correcteur, et ensuite l'autre élément en dessous, c'est les matériaux. Donc du coup, on va se faire une page, admettons, sur les matériaux ou, ou après les fabricants, etc. Et on va faire des liens vers qui vont remonter vers du coup les vers correcteurs. Et ensuite, sur cette page vers correcteur, on va faire un lien qui va remonter vers du coup la page lunettes. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que finalement, d'un point de vue du juge, c'est exactement ce qu'a montré Christophe auparavant avec son petit graphique, c'est qu'on va faire remonter en fait la puissance SEO vers un mot-clé qui va être potentiellement assez compétitif. Et donc, ça va nous permettre bien d'être visible par conséquent. Ouais, l'idée, c'est vraiment de se dire, et c'est un petit peu, pour le coup, une évolution importante dans le web, c'est que depuis toujours, on se dit une expression clé égale une page. C'est toujours le cas. L'expression clé lunette, c'est une page lunette. Mais en fait, pour venir se positionner sur une page lunette, si je ne fais qu'une seule page sur la lunette, il n'y a aucune chance que je vienne sortir. Et donc, en fait, on utilise les mécanismes de PageRank. Le cocon sémantique, c'est à la fois une technique de contenu et de maillage interne, de netlinking. Et on utilise ce mécanisme de PageRank pour se créer de la puissance en interne. Alors, C'est ce que je disais là. Donc, je citais notre éminent expert du cocon sémantique, Sylvain Perronnet. J'aurais pu citer Laurent Bourrelli, qui est aussi l'inventeur, évidemment, de la méthodologie. Mais Sylvain nous explique, le cocon sémantique, c'est un levier de netlinking. Ça fonctionne parce qu'il y a des liens. ok. Alors, quelle stratégie de link building alors? Donc, le link building externe. Alors, option 1, on fait du joli contenu et on attend que ça arrive. J'en vois encore qui attendent depuis très très longtemps. Option 2, alors on va essayer d'un petit peu plus violent, donc on est sur du link betting toujours, mais on peut essayer d'aller chercher, commencer à parler avec des gens, interagir sur les communautés, citer des gens, aller un petit peu plus loin, faire des infographies, et là, des liens risquent peut-être d'arriver un peu plus naturellement. Donc les 2 premières étapes, c'était la partie naturelle, c'est ce que Google nous demande de faire, créer des super contenus, naturellement, des bons liens vont arriver. Ça arrive. On va pas se mentir, ça arrive. Maintenant, il y a des sujets et des thématiques où ça va être compliqué, même si on sort un peu du sujet, mais si je suis vendeur de chaussures, avant de me prendre des liens, naturels, sur ma page Adidas, ça va prendre du temps quand même. Donc, derrière, malheureusement, on va venir, se rapprocher très dangereusement de la frontière des guidelines de Google, en rappelant que les guidelines de Google ne sont que des guidelines, hein, que des préconisations pour répondre aux attentes de Google. C'est pas la loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'acheter des liens, qu'on n'a pas le droit de faire des PBN. C'est Google qui a décidé que pour lui, c'était pas bien. Donc l'idée, c'est que les autres techniques, qui vont nous permettre aujourd'hui de facilement obtenir des liens, c'est d'acheter, des liens. Donc on peut acheter des liens directement à des éditeurs de sites, hein. On n'est pas du tout obligé de passer par des plateformes. Si sur Mathématiques, je trouve un éditeur de site qui a un blog qui parle de lunettes, et qui parle de la problème de la myopie, je peux très bien directement contacter cet éditeur, lui proposer: «Est-ce que tu voudrais pas gentiment faire un lien vers mon site?» Alors après, ça peut être en échange d'argent, ça peut être en échange de contenu, ça peut être en échange de plein de choses. Dans tous les cas, il y a forcément une rémunération à mettre en place. Extrapolant ce principe d'échange de liens entre guillemets, bien il y a des plateformes, hein, qui se sont créées pour vendre des liens. Donc, vous les connaissez, on va pas toutes les citer. Hem, allez, on va en citer quelques-unes: Semjuice, Rocket Links, Next Level, Access Link, il y en a, des dizaines en France. Je pense que d'ailleurs la France est certainement, le pays où on a le plus de plateformes d'achat de liens dans le monde, parce que dans tous les autres pays, les gens disent acheter des liens, c'est pas bien. Et nous, en France, on est à fond là-dessus. Donc, on a une pléthore d'offres. Et force est de constater que ça fonctionne. Et force est de constater que, en attendant un nouveau pingouin qui arrivera peut-être, petit rappel pour les gens qui nous écoutent, le pingouin, c'était un algorithme de Google. Ils aiment bien donner des noms un petit peu imagés, qui en 2012 avait fait un peu le holà sur cette partie lien, mais qui avait fait surtout une mise à jour et des pénalités sur 2 gros critères. Un,
un trop gros nombre de liens et surtout un trop gros nombre de liens dans un court laps de temps. C'est-à-dire qu'avant 2012, si je prenais 10 000 liens en 3 jours, j'étais premier sur ma requête. Ça posait de problème à personne. Et on va parler un tout petit peu après. Le deuxième gros critère du Penguin, c'était l'optimisation des encres, le texte sur lequel on vient faire pointer le lien. Donc, le Penguin, je peux vous en parler assez facilement, puisque moi, à l'époque, j'étais e-commerçant et que je l'ai pris dans la tête, donc je le connais bien. Donc, j'ai pu le gérer, j'ai su comment on en sortait. Mais voilà, aujourd'hui, le Penguin n'existe plus. Aujourd'hui, quand un lien est considéré comme étant néfaste, Google va avoir tendance à l'annuler, il ne le prendra pas en compte. Par contre, évidemment, si du jour au lendemain, vous prenez 15 000 liens, ça peut poser problème. Et je vais dire encore que, parce que sinon, ça serait très facile de venir faire du négatif SEO pour dégommer son concurrent. Hein, demain, j'enverrai 15 000 liens pourris vers Alexandre et il disparaîtrait de Google. Bah non, ça n'existe pas parce que des liens pourris, je peux les acheter, 15 000 liens pourris, je peux acheter ça pour une bouchée de pain et pour autant, je ne vais pas venir détruire Alexandre. Donc, il ne faut pas non plus faut être très relatif par rapport à ces notions de liens. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour Google de venir pénaliser des liens. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Si un lien est considéré comme étant mauvais, il n'a pas de valeur. Point barre. Allez, après, on continue en s'enfonçant un peu plus dans le anti-guideline Google. Là, c'est pas Ninja, c'est Ninja Linking, bien sûr. Là, c'est des techniques un petit peu poussées où on va aller en utilisant des techniques souvent d'automatisation ou de recherche un petit peu violente. On va aller chercher des endroits où on peut poser des liens gratuitement sans avoir à les payer. Tout en restant dans la légalité, mais je pense à aller automatiser des commentaires sur des blogs, ce genre de choses-là. Ça fonctionne encore, ça fonctionne moins bien, évidemment, mais ça fonctionne encore. Et la dernière arme ultime du netlinker, c'est ce qu'on appelle le PBN. Donc, c'est un mot qui a un acronyme qui veut dire Private Blog Network. Donc, historiquement, c'était de créer soi-même ses propres réseaux de sites, des sites satellites autour de son site, et puis finalement de faire du maillage entre ces différents sites. Donc là, on sait que pareil, Google peut considérer ça comme étant une stratégie artificielle et donc venir la faire tomber, venir nous pénaliser. Dans la pratique, c'est plus souvent quand on fait face à une dénonciation que Google va aller voir si on a un réseau de sites et le faire tomber. Maintenant, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que tout le monde fait du PBN. Je vais faire certainement tomber Olivier Andrieux de sa chaise s'il regarde ce webinaire. Salut Olivier. Olivier Andrieux, le chevalier blanc du SEO, a un réseau de sites, puisqu'il y a Abondance, il y a Réacteur, il y a Format SEO, et que tous ces sites font des liens entre les autres. Donc, les uns entre les autres. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est sur un réseau de type PBN, certes de très bonne qualité, mais à partir du moment où j'ai plusieurs sites qui m'appartiennent et qui viennent manipuler du PageRank, je suis face à un PBN. Alors après, quand on fait des choses un petit peu moins propres, eh bien, il y a la logique de PBN qui est de se dire, essayons de vivre heureux, vivons cachés. Donc, il existe des techniques pour cacher ces liens sur un PBN. Si vous voulez qu'on en reparle, vous pouvez venir me voir. Ok, là, c'était une vision un peu globale. J'ai essayé de tout présenter finalement, je pense, dans un seul slide. C'était une vision globale des différents types de liens possibles et imaginables que vous pouvez obtenir. Des liens sur des blogs, des guides, des forums, des annuaires, des portails d'actualité, des partages de Web 2.0. Et forcément, avec la notion de difficulté pour obtenir ce lien, plus je vais aller chercher un lien sur un site de notoriété, plus ça va être difficile ou tout simplement, plus ça va être cher. Attention aux liens que vous achetez sur des sites très chers. Je pense notamment à des liens que vous allez acheter sur des plateformes, sur des sites internet de la presse, etc. Faites attention, ce n'est pas toujours aussi efficace qu'on pourrait le penser parce que Google peut avoir tendance à se dire « Ok, ce site-là fait quand même beaucoup de liens » et du coup, il fait ce qu'il fait, ce que je disais tout à l'heure, il a tendance un peu à le cramer. Oui, et puis faire des liens do-follow aussi. Qui n'est pas le cas forcément de... Ouais, alors je ne parlerai pas du nofollow puisque je considère que c'est un type de lien qu'il ne faut jamais utiliser puisque c'est on va se le dire et on va être cash, c'est une connerie de faire des liens nofollow ou que ce soit, si vous en faites, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Je vous donnais un petit exemple, mais c'est totalement un exemple, de dire, ok, voilà, pour un site internet, on pourrait très bien imaginer une première stratégie sur 6 mois avec 5 annuaires,
communiqués de presse, 2 Web.0, un partenariat, donc un lien sponsorisé et peut-être 3 PBN à soi. Voilà, c'est des exemples. Là, on est sur des rythmes d'une dizaine de liens par mois. Certains vont trouver ça très bourrin, ça peut l'être dans certaines situations, mais c'est un exemple de choses qu'on pourrait faire. Dernier point très important sur cette partie netlinking, et je crois que j'en aurai terminé après, c'est la typologie des encres, puisque c'est vraiment là aussi que se trouve la puissance des liens. Aujourd'hui, quand on va faire un lien entre une page A et une page B, on a tout un tas de possibilités de texte sur lequel on vient ancrer le lien. Le premier, c'est un encre de type branding. Alors celui-là, vous êtes tranquille, vous n'aurez jamais de soucis. Si je fais un lien en utilisant l'encre Twayno, aucun problème, le jus va passer et je n'aurai jamais de problématique avec Google. Google considère qu'un lien sur un branding est tout à fait légitime. Deuxième lien totalement légitime, c'est un lien sur le nom de domaine. Alors, je ne suis pas sûr exactement de ton nom de domaine, Alexandre, mais imaginons que c'est tweno.fr. Si je fais le lien là-dessus, on est vraiment sur un lien aussi de type branding. On est sur un lien qui est propre, pas de souci. Là où je commence à devenir sur quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus limite, c'est si je fais un lien dans mon article en disant consultant SEO Paris et que j'envoie ce lien sur le site d'Alexandre. Là, on est sur ce qu'on appelle une encre exacte, c'est-à-dire que j'ai mis dans mon lien l'expression clé exacte sur laquelle Alexandre veut se positionner. Alors, on ne va pas se cacher, hein, c'est l'encre de lien qui fonctionne le mieux. C'est miraculeux, hein, ça fonctionne très très bien, ça va aider très rapidement Alexandre à se positionner sur consultant SEO Paris. Attention à utiliser avec grosse modération, puisque c'est clairement là où on peut se faire toper. Là encore, il faut regarder ce qui se passe sur la concurrence. Il y a des domaines où il n'y a que des encres exactes et que ça passe très bien. Donc, pourquoi pas jouer le jeu tant que ça joue. Et le jour où ça ne jouera plus, bah, tout le monde de toute façon va se prendre la pénalité dans la tête et on rejouera ce jour-là. Il y a des encres génériques. Alors, celles-là, elles sont passe-partout, elles sont tranquilles. En savoir plus, découvrez, cliquez ici. Celles-là, elles sont tranquilles. Et puis, il peut y avoir des encres partielles. Voilà, je ne sais pas, Alexandre veut se positionner sur consultant SEO Paris. Peut-être qu'on peut aller chercher une encre partielle sur quel est le meilleur consultant SEO en Île-de-France. Voilà, je n'ai pas mis Paris, j'ai remplacé Paris par Île-de-France, j'ai rajouté un peu de contenu, consultant, meilleur, blabla. Peut-être que c'est une bonne technique pour faire des encres intelligentes. Après, moi, je donne souvent un exemple qui se trouve à côté de chez moi. Il y a une petite ville qui s'appelle Villefranche-sur-Saône, et les habitants de Villefranche-sur-Saône s'appellent les Caladois. Voilà, donc peut-être que de manière intelligente, si je veux me positionner sur consultant Villefranche-sur-Saône, bah, je veux peut-être mettre le meilleur consultant caladois. Et là, Google va faire l'association et je ne suis pas sur une encre qui est générique. Exact. Alors, on va avancer, parce que là, on avance beaucoup. Là, Ouais. c'est la partie thématisation du PageRank. On en a déjà parlé. Ouais, déjà pas mal. Alors, peut-être, moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être Alexandre en premier, quelle stratégie conseiller à des boîtes B2B pour se lancer dans la partie, alors peut-être pas SEO au global, parce qu'on a déjà vu toute la partie création de site, la partie blog, la partie contenu, etc., mais sur la partie linking. Voilà. Ouais. Alors effectivement, alors moi, quand je fais des campagnes SEO avec mes clients, du coup, bah, ça reprend un peu même complètement ce qu'on a fait aujourd'hui. Je commence toujours par la technique. Ensuite, je fais la partie optimisation de contenu et enfin, la partie stratégie de contenu. La partie netlinking, pour moi, en fait, c'est toujours ce qui arrive à la fin. Pourquoi ça arrive à la fin? Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas un site qui est techniquement propre, tant qu'on n'a pas du contenu qualitatif, en fait, eh bien, la seule manière d'obtenir des backlinks quand on n'a pas tout ça, bah, finalement, ça va être d'en acheter. En fait. Donc, du coup, pour moi, ce qui est le plus important dans un premier temps, c'est de garantir que les bases soient saines. Après, pour moi, ce que je mets en place, notamment avec mes clients, c'est vraiment justement une stratégie de contenu qui a pour objectif justement de faire en sorte d'obtenir de manière naturelle le maximum de backlinks. Alors certes, dans un premier temps, notamment pour amorcer, on peut être proactif, notamment par exemple, on peut faire des articles invités, aller rédiger sur des sites tiers alors, moi, j'aime bien l'article invité parce qu'en fait, tout le monde est gagnant. À la fois la personne qui va créer le contenu pour pouvoir finalement le publier sur un site qui existe déjà, ça va lui permettre justement d'avoir un backlink, plus de toucher finalement une autre audience. C'est positif également pour le site web qui reçoit l'article en question parce que du coup, lui, il va avoir un article gratuitement. Et pour les lecteurs, c'est positif également parce que le contenu est intéressant et donc du coup est susceptible également de leur plaire.
Donc, du coup, c'est intéressant d'être proactif dans un premier temps sur l'acquisition des backlinks. Après, pour moi, en fait, l'objectif, en tout cas dans les stratégies que je mène avec mes clients, c'est de toujours faire en sorte, très clairement, hein, en termes de priorisation, en termes de contenu ou backlinks, moi, la stratégie que je propose, c'est toujours la priorisation en termes de contenu. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ce qui permet vraiment de créer un réel actif web au sein de votre site web. Vos sites et le contenu que vous allez créer, il n'y a personne qui va vous le… Après, on peut vous le voler, mais c'est encore un autre sujet. Mais entre guillemets, ça vous appartient et c'est à vous. Et du coup, vous êtes vraiment propriétaire de votre propre actif, en fait. Alors que quand c'est sur un site tiers, alors on ne sait jamais. Alors après, parfois, c'est fait de manière volontaire ou involontaire, mais il peut y avoir des sites web qui tombent, il peut y avoir, bref, des liens qui peuvent être perdus également. Et du coup, moi, je préfère toujours, en tout cas, dans un premier temps, renforcer mon actif et ensuite, eh bien, faire en sorte, en créant un contenu, en fait, pour moi, un contenu qui est vraiment ultra qualitatif sera forcément un contenu qui va ramener des liens à un moment donné. Alors, effectivement, est-ce que d'un point de vue temporel, ça va se faire du jour au lendemain? Pas forcément. Moi, quand je fais du SEO, en tout cas, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que c'est vraiment sur du moyen à long terme. Sur du court terme, c'est vrai que, bien, par exemple, dire, ouais, on va acquérir de manière naturelle des liens en 2 semaines, c'est quasiment, c'est très, très compliqué, en fait. Et du coup, voilà, pour moi, l'idée, c'est vraiment de créer cet actif, de renforcer, créer régulièrement des très bons contenus. Et puis après, voilà, on commence à faire augmenter son autorité, se faire avoir de plus en plus de liens. Et puis après, il y a vraiment un effet boule de neige, en fait. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, c'est difficile d'arriver à ce moment de boule de neige, mais à un certain niveau, en fait, du coup, finalement, vos contenus qui sont qualitatifs reçoivent des liens, on augmente l'autorité de votre site, donc du coup, votre site est de plus en plus visible, et du coup, vous recevez également de plus en plus de liens également. Donc moi, par exemple, là, ce que je vous dis ici, c'est une stratégie que j'ai mis en place avec ma propre agence. Moi, j'ai absolument fait aucun black hat ou grey hat avec mon propre site. Donc voilà, j'ai vraiment fait ça de manière naturelle, créer le contenu le plus qualitatif possible, en tout cas dans la mesure de mes capacités intellectuelles, disons. Donc voilà, faire la chose du mieux possible et pour montrer mon expertise également et recevoir des liens naturellement. Et toi, Christophe, donc expert PrestaShop et e-commerce, est-ce que la stratégie sur un site qui est un site, on va dire, corporate, B2B, sur lequel il va y avoir un blog, et une stratégie sur un site e-commerce, c'est des stratégies totalement différentes? Bon. C'est Non, pareil. non, elles sont pas totalement différentes. Après, il n'y a pas. Je ne veux pas donner l'idée qu'il y a une stratégie qui marche pour tous les sites, ce qui serait faux. Donc, de toute façon, dans tous les cas, on va analyser les personas, la concurrence, les mots-clés, la concurrence. Et puis, des fois, on va essayer d'être intelligent parce que il y a peut-être des mots-clés qu'on sait qu'on n'aura aucune chance d'aller chercher avec des méthodologies classiques. Malheureusement, ça existe. Il y a certains mots-clés qui ne sont pas atteignables, on ne va pas se mentir, en fonction de la puissance du client. Donc, mais après, les techniques restent toujours un petit peu les mêmes, hein, malgré tout. On reste toujours sur nos 3 leviers, donc on va agir d'une manière ou d'une autre sur cela. Après, on peut être un petit peu intelligent, on peut avoir des logiques de ce que moi je vais appeler des logiques de domination de la SERP, parce que sans parler de PBN, on peut essayer d'aller attaquer une même page de résultats avec plusieurs sites. J'ai donné l'exemple d'Abondance, de Réacteur, etc. C'est aussi ça la logique derrière. Il y a par moment des SERP qui sont trustés par des sites qui utilisent ce qu'on appelle des EMD et ça marche encore très très bien malgré ce qu'on veut vous faire croire. Voilà, le site consultant SEO Paris, il aura un bonus par rapport à d'autres sites. Donc, s'il a ça dans son nom de domaine, consultant-seo-paris.fr, il aura du bonus parce qu'en termes d'encre externe, il a la possibilité de venir faire de la suroptimisation à outrance. Donc, il y a des fois, il faut être intelligent, il faut trouver des solutions qui ne sont pas forcément triviales tout de suite. Mais après, les logiques restent souvent les mêmes. Après, pour moi, par exemple, d'un point de vue, par exemple, e-commerce, très clairement, par exemple, des pages produits, c'est très, très difficile, en fait, d'obtenir des backlinks de manière naturelle sur une page produit, en fait. Donc, du coup, Ouais, puis c'est pas forcément l'objectif non plus sur une page produit, mais ouais. Ça disons, dépend. Ça alors, dépend des cas. comment? Ça dépend des cas. Des fois, on a envie de donner de la puissance à une page produit, des fois, on n'en a pas envie. Donc, ouais. OK. Ce que je vous propose, parce que là, maintenant, on a largement dépassé ce qu'on devait faire, c'est peut-être de récupérer Il fallait pas nous inviter. Yacine récupère les questions et qu'on y réponde peut-être dans un autre webinaire ou en tout cas plus tard, et de libérer tout le monde. Moi, je voulais vous remercier vraiment tous les deux d'avoir participé.
vraiment un webinaire de qualité, puis peut-être vous laisser conclure sur voilà, si vous avez quelque chose à dire ou présenter peut-être rapidement l'agence, comme vous voulez. Alexandre, tu veux commencer? Bah oui, pourquoi pas. Bah, du coup, alors moi, c'est ce que j'indiquais auparavant. Moi, quand je travaille avec des clients, du coup, je travaille en 3 phases, hein. Donc, du coup, c'est toujours ça commence toujours par une partie audit. L'objectif, c'est vraiment de diagnostiquer tous les problèmes techniques, justement, qui sont présents sur un site web. Une fois que c'est diagnostiqué, eh bien, on résout ces problèmes techniques. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si jamais on a un site qui n'est pas techniquement propre, c'est très compliqué à l'heure actuelle de vraiment en faire quelque chose par la suite. Donc, du coup, parfois, d'ailleurs, en SEO, parfois, on peut voir soit des agences, soit d'ailleurs des freelances qui communiquent sur des quick wins avec des taux de trafic qui explosent un peu du jour au lendemain. En fait, c'est souvent lié à des éléments techniques. Donc, avoir un site qui avait déjà un peu de trafic auparavant, on arrive. En fait, moi, je prends toujours la métaphore suivante. C'est un peu comme si vous étiez sur l'autoroute, vous roulez à 110 pieds au plancher. Et en fait, eh bien, c'est simplement parce qu'il y avait le frein à main en fait, qui n'était pas complètement retiré. Donc, du coup, la partie diagnostic et résolution des problèmes techniques, c'est qu'on retire le frein à main et du coup, à effort équivalent, on va simplement aller beaucoup plus vite. En fait, voilà. Donc, première partie technique et puis après, deuxième partie optimisation donc, de contenu. En SEO, pour pouvoir obtenir des résultats, on optimise toujours ce qui fonctionne le mieux dans un premier temps pour pouvoir justement, eh bien, par exemple, quand on est en 3e position de Google, faire en sorte que eh bien, cette page-là passe de 3e à 1re position dans le moteur de recherche. Donc, moi, je priorise toujours ces pages-là. Et dernière partie, stratégie de contenu. Donc, vraiment, passer du temps à créer un contenu qui permettra eh bien, finalement d'être bien positionné dans le moteur de recherche. Voilà. Christophe, tu veux conclure? Ouais, bah, quelques mots. Je pense qu'Alexandre a à peu près tout dit. En effet, savoir réussir à se focaliser sur des quick wins, enlever les freins, ça c'est important. Et voilà, pour le coup, nous on est vraiment sur une agence avec cette expertise technique, donc je suis très heureux d'entendre de ça parce que c'est vrai que bah, ça peut être magique par moment. Après, bah voilà, je veux juste rappeler que le SEO, c'est un travail d'acharné. C'est le plus acharné qui gagnera au bout, celui qui va créer le plus de contenu, les meilleurs contenus, qui va donner un maximum d'amour à son site. Il faut pas se leurrer. Il faut prouver à Google pourquoi vous méritez d'être là. Et en allant un peu plus loin, ben, aujourd'hui, si vous voulez prendre un top 3 dans Google, ben, vous devez vous poser la question desquels des 3 acteurs qui sont aujourd'hui présents, vous allez prendre la place. Donc, en quoi vous êtes-vous plus légitime qu'un des 3 acteurs qui est aujourd'hui dans le top 3? Et c'est ça votre job au fait du SEO. C'est de savoir comment vous allez prouver que vous êtes plus légitime d'un des 3 acteurs qui est là aujourd'hui dans le top 3 et que vous allez enlever. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Et puis, on va s'arrêter. Je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, le mois prochain, sur la partie marketing automation. Merci à tous. Merci à toi d'avoir organisé ça et au plaisir. Merci. Merci Merci Alexandre aussi. Merci à vous.